Bonjour, je m'appelle Roselyne Velleray, j'ai 41 ans, je suis maman de 2 enfants adolescents et je travaille chez Pierre Fabre depuis 14 ans. Alors il est arrivé une première fois quand j'avais 12 ans. Ma maman a été atteinte d'un cancer à l'âge de 40 ans. Ensuite, il est revenu dans ma vie à 22 ans quand ma maman a eu une récidive et est décédée d'un cancer. Puis il est revenu il y a 2 ans quand on m'a diagnostiqué mon propre cancer. J'ai été suivie par rapport à mes antécédents depuis une dizaine d'années et mon médecin m'avait appris à faire de l'autopalpation. Et en fait, au cours d'un déjeuner avec une amie et collègue ayant les mêmes antécédents, je me suis dit « Oups, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'autopalpation ». Donc en rentrant le soir, j'ai regardé et j'ai découvert la tumeur comme ça. J'ai donc découvert à l'autopalpation mon cancer en avril 2019. J'ai fait des examens complémentaires en mai 2019. J'ai rencontré la chirurgienne en juin et j'ai été opérée en juillet. Ensuite, j'ai commencé les traitements en août 2019 et qui se sont prolongés jusqu'en fin février 2020, donc chimiothérapie et radiothérapie. Donc du coup, arrêté juste avant qu'on soit confiné pour le Covid. Et je suis donc depuis mars 2020 sous hormonothérapie pendant un minimum de 5 ans. Alors une fois que j'ai fait tous les examens que m'avait prescrit mon médecin, elle m'a donné rendez-vous et elle avait reçu les analyses qui disaient donc du coup que c'était bien un cancer. Donc je l'ai appris en même temps qu'elle, mais j'en étais déjà persuadée depuis que j'avais découvert en fait la tumeur. Alors quand on m'a annoncé que j'avais un cancer, bon déjà j'en étais persuadée et en fait, on a plein de sentiments qui arrivent. À la fois la peur, puisque déjà le mot cancer fait peur. L'incertitude, puisque du coup, on ne sait pas ce qui va nous arriver, les soins qu'on va avoir et puis ce qui va se passer ensuite, si on va arriver à être soigné ou pas. Et puis, mon mode de défense est de pleurer. Donc j'ai pleuré un petit quart d'heure et puis après, je suis repartie en me disant « Bon, ben, de toute façon, j'ai envie de vivre, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai des amis, donc je vais me battre ». Et du coup, je suis quelqu'un d'optimiste et j'avais pas envie de me laisser envahir par la maladie et laisser la maladie envahir ma vie. Alors une fois que le diagnostic a été posé, j'ai rencontré déjà la chirurgienne dans un premier temps qui m'a expliqué comment elle allait m'opérer pour enlever les 2 tumeurs. Puis ensuite l'oncologue qui m'a expliqué les traitements que j'allais avoir, ce qu'ils appellent le protocole. Donc j'ai eu de la chimiothérapie, de la radiothérapie, je devais avoir de la thérapie ciblée mais finalement on a pu éviter de la faire. Et ensuite de l'hormonothérapie. Donc quand on vous annonce tout ça, alors je savais un peu à quoi m'attendre pour l'avoir vécu en tant que proche avec ma maman. Je savais que le plus dur serait certainement la chimio, mais en fait je me rendais pas compte de tout ce que ma maman du coup avait vécu et tout ce que j'ai vécu ensuite, puisque quand on le vit en tant que proche, on voit certaines choses mais on ne voit pas tout. Et en tant que malade, en fait, les traitements ont énormément d'effets secondaires. Et chaque traitement a des effets secondaires importants et différents. Et du coup, c'est pas forcément évident tous les jours à vivre. Il y a des choses qui sont plus dures que d'autres. Notamment pour moi, ça a été la pose et l'enlèvement du cathéter qui est douloureux et la perte des cheveux. La perte des cheveux est quelque chose de très dur puisqu'en fait on a l'impression de perdre sa féminité et puis c'est un signe qui montre qu'on est malade. Donc par contre, j'ai pas voulu mettre de perruque, j'ai essayé, mais en fait les perruques j'avais l'impression de pas être moi.
J'avais l'impression, même si j'ai pris la même coupe, la même couleur de cheveux que les miens, j'avais l'impression que c'était une autre personne et j'ai préféré du coup mettre des turbans et jouer avec les couleurs des turbans et les boucles d'oreilles par rapport aux vêtements pour garder un peu de féminité. J'ai voulu bénéficier de certains des soins de support. Il y en a pour lesquels j'avais envie d'essayer, comme par exemple la sophrologie que j'avais jamais fait avant. Je me suis dit que ça pourrait peut-être m'aider à accepter mon cancer et à mieux le vivre. J'ai aussi demandé aux socio-esthéticiennes pendant la chimio, parce qu'en fait en chimiothérapie je devais mettre un vernis sur les ongles exprès anti-UV pour éviter que mes ongles s'abîment. Et quand on est malade, dès qu'il s'écaille, l'enlever, le refaire, c'est pas forcément évident. Donc je profitais d'être branchée pendant 2h30, 3h. Et je demandais aux socio-esthéticiennes de venir me rejoindre dans ma chambre et elles me faisaient des ongles ou des massages ou enfin quelque chose en fait qui était pour moi, c'était un peu mon moment à moi, ma bulle à moi. Et par contre, il y a des soins auxquels j'ai pas accédé. Alors le sport, j'en ai fait très peu, déjà parce que j'étais très fatiguée par les traitements et parce que j'habite un peu loin de mon lieu de traitement. Donc comme je faisais déjà beaucoup d'allers-retours, en faire en plus pour des soins de support, ça faisait beaucoup au niveau fatigue. Et ensuite, le psychologue, j'ai pas eu besoin d'en parler. J'avais pas envie, j'en parle facilement avec mes proches et j'avais pas envie d'en parler à quelqu'un d'extérieur et j'en ai pas ressenti le besoin, en tout cas. Du coup, pour celles qui le souhaitent et qui le veulent, je pense qu'il faut oser le faire, faut aller aux soins support qu'on nous propose. Ils sont aussi importants que le reste de l'équipe médicale parce que vraiment c'est des moments où on a besoin d'être entouré et prendre soin de soi et du coup je pense que d'avoir tous ces professionnels autour, ça nous aide beaucoup à traverser cette épreuve. Quand ma mère a eu son cancer, quand j'étais jeune, mes parents avaient choisi de ne rien nous dire. Sauf que, avec mes frères, on l'a pas très bien vécu parce qu'on savait très bien que notre mère avait un problème et on nous disait rien. Du coup, j'ai choisi de faire le schéma inverse. Donc, quand je l'ai appris, j'ai préféré en informer mes enfants et les accompagner en fait dans ma maladie, c'est-à-dire que je leur ai dit voilà, maman a un cancer, je vais être opérée, je vais avoir des soins, mais vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Et par contre, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me demandez, si j'ai la réponse, je vous la donne, si je l'ai pas, je me renseigne auprès de l'oncologue, du médecin et je vous dirai ce qu'il en est. J'ai fait ce choix vraiment parce que moi je l'avais mal vécu petite, mais après je sais que ça peut être difficile, qu'on a envie de préserver et protéger ses proches. J'ai eu tendance aussi à le faire pendant la maladie quand on me disait ça va, oui ça va, alors que non pas du tout, ça n'allait absolument pas. Mais par contre pour l'annonce, j'ai préféré leur dire exactement ce qui se passait et qu'ils soient au courant, qu'ils ne s'étonnent pas de me voir fatiguée, de me voir pas bien, parce que forcément on ne peut pas toujours tout cacher. Et je pense que ça les a aidés parce qu'on en a beaucoup parlé, ils ont été très présents pour ma fille, un peu moins mon garçon, mais c'est un garçon. Et du coup, je pense qu'ils l'ont vécu le mieux qu'ils pouvaient le vivre en étant au courant de ce qui se passait. Il y a des phrases qui reviennent souvent et que quand on est en soins, on n'a pas du tout envie d'entendre. C'est ça va, ou alors t'inquiète pas, ça va aller, tout va bien se passer, ou encore t'es pas la première, tu seras pas la dernière. Alors oui, c'est vrai, on le sait, on est 58 000 cas par an de cancer du sein, on sait très bien qu'on n'est pas la première et qu'on sera pas la dernière. Mais on n'a pas envie de l'entendre parce qu'à ce moment-là, on essaie de se battre contre cette maladie et du coup, on n'a pas du tout envie qu'on nous donne des phrases bateau comme ça. Ce qui d'ailleurs est un paradoxe puisque moi-même, la première, je le dis, je ne suis pas la première, je ne serai pas la dernière. J'ai dit à mes enfants que ça allait aller. Donc, on utilise ces phrases, mais c'est moi qui les ai dites en fait, on ne me les a pas dites. Et de les entendre, ça fait pas le même effet et du coup, c'est des choses que j'aurais préféré ne pas entendre, surtout au début de la maladie.
Après, par contre, il y a des phrases qui sont très réconfortantes. Dans l'entourage, on m'a dit plusieurs fois que j'étais hyper optimiste, que mes proches n'en revenaient pas, que je réagisse aussi bien et que j'arrive à me battre de cette façon. J'ai même plusieurs collègues qui m'ont dit que j'étais une leçon de vie pour elles parce que je traversais cette épreuve en gardant le sourire, en gardant ma pêche et en essayant de faire le maximum pour que tout aille bien. Et ça, en fait, c'est des petits mots qui aident. Et au-delà des mots, il y a aussi parfois des gestes. Par exemple, j'ai une amie qui, juste après mon opération, m'a dit « Tu te sens bien aujourd'hui ? Bon, bah, tu te prépares, je viens te chercher, on s'en va. » Et elle est venue me chercher, on est parti faire les boutiques pendant toute la journée, manger au restaurant. Et en fait, c'est des gestes qui comptent beaucoup plus que les paroles parce qu'on se sent soutenu, on se sent épaulé et ça permet de ne pas être seul face au cancer. Alors, je pense qu'il y a effectivement une limite au soutien des proches. Ils ont beau être présents, essayer de nous soutenir du mieux qu'on peut par les paroles ou par les gestes. En l'ayant vécu autant en tant que proche qu'en tant que patiente, je sais maintenant qu'ils ne peuvent pas soutenir au maximum parce qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne voient pas. Du coup, je pense que souvent quand on est en soins, en chimio ou en radiothérapie, on retrouve souvent les mêmes personnes qui ont à peu près les mêmes horaires ou dans les chambres. Et du coup, je pense que c'est important de tisser des liens avec les autres patientes, parce que ça permet d'échanger sur son ressenti, sur son vécu, sur sa maladie, d'échanger aussi sur nos petits effets secondaires. On n'a pas forcément toutes les mêmes, mais on peut en avoir en commun. Et du coup, je pense que c'est très important d'arriver à tisser ce lien. J'ai une collègue qui a appris qu'elle avait également un cancer il n'y a pas longtemps, qui est en soins, qui m'a dit une chose très juste. Elle m'a indiqué j'ai l'impression maintenant de faire partie d'une communauté. Et je pense que c'est tout à fait ça. Il n'y a que les personnes qui sont vraiment passées par tous ces soins qui sont lourds, qui se rendent compte de ce qu'on vit à ce moment-là. Complètement. En fait, quand on passe une épreuve comme celle-ci, où on a des soins très lourds, où on a beaucoup de sentiments différents qui arrivent, je pense qu'on change forcément notre façon de voir la vie. On a envie de plus profiter des gens, notamment de ses amis, de ses proches, envie de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait avant. Pour des questions budgétaires ou d'autres raisons, mais je pense qu'effectivement on a envie de croquer la vie et de vivre pleinement avant qu'il nous arrive quelque chose, parce qu'on sait que du coup la vie peut être très courte et qu'on peut partir en quelques mois avec ce type de maladie. J'ai choisi de témoigner parce que je pense que c'est important qu'on enlève le tabou qu'il y a sur le mot cancer. Effectivement, le cancer est une maladie grave, on peut en mourir, mais on peut aussi en guérir. Il y a énormément de cas, tout cancer confondu, en France et dans le monde. Et je pense que c'est une maladie comme beaucoup d'autres qui existe depuis longtemps. Et il n'y a pas de raison d'avoir des tabous sur cette maladie-là. Le fait d'en parler, ça peut aider des personnes qui le vivent plus ou moins bien, qui ont plus ou moins peur et qui n'osent pas en parler à d'autres. Et je pense que c'est important de montrer que ça ne se finit pas toujours mal, on peut aussi en guérir, on peut aussi continuer à vivre malgré qu'on ait eu un cancer. Et pour moi, c'est important de le partager avec d'autres personnes. Si ça peut aider une femme, un homme, le faire sourire ou lui donner envie de sourire aux autres, pour moi, c'est gagné. Je pense que c'est important de prendre soin de soi, de se surveiller. Donc moi j'ai commencé les échos et les mammos à 30 ans, c'est pas le cas de tout le monde, il faut avoir des antécédents dans ce cas-là. Et du coup l'autopalpation est très importante parce que malgré que je sois suivie, c'est comme ça aussi que je l'ai trouvé.
Donc c'est très important de s'autopalper pour les femmes et pour les hommes qui peuvent aussi avoir un cancer du sein. Je pense que le fait de se suivre permet s'il y a quelque chose, de le trouver à temps et d'être soigné rapidement. La médecine maintenant a des solutions qui sont toujours des traitements lourds, mais qui au-delà de ça, permettent de guérir tous les cancers s'ils sont pris à temps. Donc, faut pas hésiter, faut pas se dire « Oh, j'ai l'air ridicule avec ma main en l'air, mon autre main qui palpe ». Non, non, c'est pas grave, il faut le faire et du coup, palpez-vous et prenez soin de vous.